Imaginez, vous êtes en voiture, vous allez chercher votre enfant, et tout à coup, vos mains ne répondent plus. Votre visage se fige. Vous perdez le contrôle total. C'est exactement ce qu'a vécu Anne-Lorraine ce jour-là, sans prévenir. Cette crise marquait le début d'une vie nouvelle, rythmée par un handicap aussi invisible qu'imprévisible. Anne-Lorraine est aujourd'hui directrice marketing. Elle aurait aimé qu'on ne la connaisse que pour ses compétences. Mais la réalité, c'est qu'elle doit jongler au quotidien entre préjugés, mise à l'écart et ruptures professionnelles soudaines. Son histoire aurait pu être celle d'une réussite ordinaire, mais elle est devenue celle d'une lutte permanente. C'est le 3e épisode que je réalise sur le thème du handicap et je suis toujours autant convaincue qu'il faut continuer à en parler, d'autant plus que le handicap reste le premier motif de discrimination. Et cette fois, j'ai voulu faire un épisode différent. J'ai voulu enlever ma voix de la suite, en tout cas, de l'épisode, pour que vous soyez entièrement plongé avec Anne-Lorraine, avec son histoire. Une histoire essentielle, bouleversante, et bien plus taboue qu'on ne veut l'admettre. Vous écoutez Penser l'entreprise, et cet épisode, c'est le récit poignant d'une femme qui se bat pour exister pleinement dans un monde professionnel qui oublie encore trop souvent ce que signifie vraiment l'inclusion. Un jour, j'étais fatiguée. Je me suis levée fatiguée. J'avais très mal à la tête et je me sentais pas bien. J'avais la tête qui tournait. Je suis quand même allée au travail. C'est passé. Et puis, fin de journée, je suis allée chercher en voiture mon fils chez la nounou. J'ai pris la route et là, en fait, première crise. Donc, on appelle ça une crise inaugurale. Euh, j'ai perdu l'usage de mes mains. Je commençais à avoir une paralysie faciale et j'ai rapidement compris en fait qu'il y avait quelque chose d'anormal. Au début, je pensais que c'était un AVC, donc j'ai commencé à faire les exercices pour savoir si c'était un AVC. J'ai réussi à freiner et après j'ai perdu l'usage de mes jambes et je suis tombée dans les pommes et ça a duré quelques secondes. J'ai repris conscience. Et j'ai attendu une dizaine de minutes et j'ai foncé à l'hôpital avec mon fils de 2 ans que j'avais dans les bras. Et arrivé aux urgences, je me suis écroulée. Et en fait, j'ai repris connaissance beaucoup plus tard. Euh, J'avais plus mon fils avec moi. J'étais dans un autre hôpital où je suis restée 6 semaines en médecine interne parce qu'ils trouvaient pas ce que j'avais. Et, euh, et après, ils m'ont renvoyée chez moi et ma santé ne s'était pas améliorée. Pendant 7 ans, j'ai eu des crises, ça allait d'une dizaine de crises par jour. Euh, et, euh, et ça s'arrêtait pas. J'étais extrêmement fatiguée, c'était douloureux. C'était une douleur physique vraiment intense, comme si je courais un marathon en fait. J'avais les membres complètement crispés. J'étais hyper tendue. Au niveau psychologique, c'était vraiment intense parce que il fallait absolument pas que ça se voit. Et donc, je portais un masque en permanence, que ça soit au travail ou à la maison, pour pas que mon fils soit choqué une deuxième fois. Et au travail surtout, pour pas que ça se voit, parce que j'avais une peur de ce qu'il pouvait penser en fait sur ces crises. Et j'étais aussi dans une espèce de déni en me disant ça va passer, parce qu'on m'avait dit à l'hôpital que ça allait passer. Et, euh, et pendant 7 ans, j'étais dans un déni total, un masque pour moi, pour l'entreprise, où ça va aller, ça va passer, voilà. Je me rappelle d'une fois où j'étais je faisais une visio avec un client, et tout d'un coup, ben, ma tête est tombée sur le PC. J'ai perdu connaissance quelques secondes, et puis après, je me suis relevée, et j'ai eu une espèce de fou rire nerveux que je pouvais pas contrôler. Et mes collaborateurs ont été un peu perplexes et un peu choqués. Et ils m'ont ramené à la maison. Et j'ai fini par quitter cette agence en fait parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de crises. Et du coup, je voulais pas
Alors déjà que ça se voit parce que j'en avais honte de ces crises et j'arrivais plus à les cacher. C'est devenu vraiment difficile à cacher et je me suis dit: «Je vais me mettre à mon compte, peut-être que ça ira mieux, je vais prendre mes distances, je vais me mettre au vert», donc je me suis acheté une tiny, je me suis installée dans les Vosges, heu, pour être au vert et je me suis mise à mon compte, où j'avais des clients, de l'ancienne agence avec qui je travaillais. Ça se passait bien, mais j'avais toujours ces crises. Et donc là, personne les voyait parce que effectivement, j'étais chez moi. Du coup, je pouvais faire mes crises et puis revenir au travail. Et puis, j'ai été embauchée en fait en 2022 en CDI dans une nouvelle entreprise euh, avec qui j'ai mis carte sur table en fait mes problèmes de santé qui avaient été reconnus entre-temps comme handicapantes. Et donc, j'avais une RQTH. Et cette entreprise, donc, en me recrutant, était parfaitement au fait de ces crises. Et même la médecine du travail était venue pour expliquer comment agir en cas de crise euh, à mes patrons et à l'ensemble de l'équipe. Donc j'ai été très bien entourée, c'est une équipe très bienveillante. Le patron en plus avait une sœur qui avait le même problème que moi. Donc il était vraiment très bienveillant à mon égard. À partir de 2018, le diagnostic a été posé. J'ai en fait ce qu'on appelle des CNEP, des crises non épileptiques psychogènes. Donc c'est comme des crises d'épilepsie, sauf que l'origine est psychogène. Le déclenchement, ça peut être une émotion très forte, une pensée, et, euh, et en fait, ça impacte. Enfin, le cerveau se met sur off, et du coup, il y a un dérèglement physique qui s'opère, donc par des paralysies, par des crises cloniques, par des problèmes d'élocution du langage. Enfin, c'est assez varié en fait. Euh, et donc, en 2018, le diagnostic est tombé. Et pour moi, ça a été un double déni parce que le mot psychogène n'était pas possible pour moi. Pour moi, j'allais très bien au niveau psychologique, j'avais pas de soucis particuliers. Enfin, j'avais mon lot comme tout le monde de soucis, mais pas plus, pas moins. Euh, et donc, le côté psychogène, ça a encore alourdi en fait cet handicap. Le manager a bien reçu la nouvelle. En fait, il s'en doutait parce que pendant le premier entretien, j'ai eu ce qu'on appelle des mouvements anormaux. Et il m'a dit que après mon embauche, je me doutais qu'il y avait quelque chose parce que tu as eu des mouvements anormaux pendant le premier entretien d'embauche. Ce qui m'a soulagée, c'est qu'il s'était pas arrêté à ça. Heureusement, moi-même, je m'étais pas rendu compte que j'avais fait des mouvements anormaux. Mais lui était très attentif à ce type de détails et il a il a vu en fait tout de suite qu'il y avait quelque chose sur mon état de santé. Et il y a eu un changement en fait au niveau de la gouvernance de l'entreprise. En fait, il y a eu une double fusion, une première puis une seconde d'affilée, puisque l'entreprise était en plein essor. Et mon- enfin, le fondateur de l'entreprise dans laquelle je travaillais, avec qui ça se passait bien, avait pris soin en fait de poser la question aux futurs dirigeants sur la personne, c'est à savoir si ça les dérangeait. Le groupe a répondu bien sûr que non, tout va bien, on l'accepte comme ça, il n'y a pas de souci. Euh, Malheureusement, ma santé a évolué brutalement et détériorée, et j'ai dû être hospitalisée. Euh, puis après mon hospitalisation, donc je suis allée voir la médecine du travail qui a préconisé un
un 50%, donc une reprise à mi-temps, leur, pour reprendre le travail. Et le soir même, donc j'étais à l'hôpital, j'ai la RH au téléphone qui m'appelle, qui me dit on est une grande famille, c'est pas grave si t'es hospitalisé, enfin voilà, qui me rassure en fait sur le fait qu'ils allaient me garder. Mon patron me rassure également quand je lui apprends le 50% préconisé par la médecine du travail en me disant c'est pas grave, euh, on l'a déjà fait, on pourra le refaire. Et le lendemain matin, la nouvelle chargée des ressources humaines au téléphone entre une conversation me demande comme une fleur si je pouvais lui envoyer ma rupture conventionnelle à mon initiative. Donc là, je suis un peu tombée des nues. Je suis retombée de ma chaise, en fait, mais littéralement. Et évidemment, j'ai refusé. C'était tellement brutal la manière dont elle l'a fait que j'ai fait tout de suite un email euh, avec donc cette personne en copie à mon patron. Euh, et en fait, cette rupture conventionnelle a été demandée parce que mon handicap posait problème. Voilà. Et ce qui m'a encore le plus choqué, c'est qu'elle m'a dit mais t'inquiète pas, on va te prendre en freelance par derrière. Voilà. Donc en gros, on veut pas de ton handicap, mais on veut bien de tes compétences. À partir de là, je me sens trahie, mais vraiment trahie au plus profond de moi. Je perds complètement pied et je suis réhospitalisée. Euh, mais là, je suis réhospitalisée en psychiatrie euh, parce que je perds complètement pied. Je fais même une tentative de suicide. Je comprends pas la situation. Je suis complètement perdue en fait. Et pour moi, ça a plus de sens. J'ai plus de travail. Enfin, dans ma tête, j'ai plus de travail. J'en retrouverai jamais parce que je suis handicapée et que en fait les gens ne veulent pas de mon handicap, mais qu'ils veulent bien de mes compétences. Et en fait, je suis juste un pion. Enfin, même pas un pion. Je suis juste un couteau suisse qu'on prend, qu'on jette, quoi. Et la suite, c'est un arrêt de travail. Donc je suis de nouveau hospitalisée et je suis en arrêt de travail et là c'est plus de nouvelles de l'entreprise. Donc ça dure quelques mois et au bout de quelques mois, moi j'en peux plus en fait. Je me dis cette situation peut pas durer, donc je vais voir le médecin du travail et on voit ensemble pour une procédure d'inaptitude. Et il y a eu un mot en interne comme quoi il fallait plus m'appeler. Donc voilà. euh, pour justement cette raison syndicale évoquée qui interdit en fait de parler à quelqu'un qui est en arrêt maladie. J'ai vécu assez mal dans le sens où je m'entendais très bien avec mes collaborateurs et donc j'avais plus aucune nouvelle des personnes et, et c'était très dur pour moi parce que j'étais très liée avec ces personnes-là. Euh, Donc ça a été un grand moment de solitude, on va dire. Ensuite, ce qui se passe, c'est que donc je suis convoquée chez ma médecine du travail qui me rend inapte et l'entreprise en fait est exempt de tout reclassement. Donc je suis licenciée. Moi, je leur en veux plus à ce moment-là. Puis j'ai envie de tourner la page, de faire autre chose. Je suis déjà en recherche d'un nouveau travail. Euh, et ça prendra plus d'un an. Aujourd'hui, j'ai des craintes sur tout ce qui est licenciement, parce que je me dis peut-être qu'ils vont me licencier eux aussi euh, à cause de mes handicaps, ou
Ils vont peut-être me licencier parce que ils trouvent que le mi-temps c'est pas suffisant, et que comme on pourra pas augmenter ce mi-temps, ils seront obligés ou ils seront dans l'obligation de me licencier. Et ça, je le vis viscéralement, presque tous les jours. Euh, et ça, c'est dû en fait à ce qui s'est passé précédemment. C'est euh, c'est euh, c'est emprunt dans ma mémoire et j'ai du mal à m'en détacher, même si je le veux vraiment. Euh, parce que t'as fait un geste anormal. Enfin voilà, c'est tous les jours la question que je me pose, c'est enfin dans combien de temps je vais être licenciée. Et voilà, j'ai envie de dire aux employeurs, on est compétent. Moi, ce qui m'avait le plus marqué il y a il y a quelques années maintenant, c'est le discours d'Elisabeth Borne qui demandait aux personnes handicapées et invalides d'aller travailler. Mais nous, on veut travailler. Le problème, c'est que en fait, on ne nous donne pas l'opportunité de travailler. Voilà. Même s'il y a des aides du gouvernement, ces aides, elles sont pas assez, on va dire, alléchantes pour les entreprises pour nous embaucher. On est en mode survie quand on est handicapé. C'est un mode survie et il faut dépasser ce mode survie pour vivre pleinement et s'épanouir pleinement, même avec son handicap, professionnellement. Et il faut pas lâcher le morceau parce qu'il y a quand même des employeurs qui sont bien. Il y en a pas beaucoup, mais il y a des employeurs qui sont bien et, il faut pas lâcher l'affaire. Voilà. Faut fouiller dans LinkedIn, dans Indeed, mais ça se trouve. C'est des perles rares, il faut bien les garder.